pour aller vite, donc cet après-midi est centré autour d'une conférence introductive. Je vais passer la parole à Madame Danielle Kaiser-Gruber, que je vais présenter brièvement. Et ensuite, nous passerons aux productions de défis métiers. Sur les règles du jeu concernant les questions, quand nous aurons des temps d'échange, je résumerai, je ciblerai des questions et les équipes, toute l'équipe, les membres de la gouvernance pourront répondre aussi à vos questions. Si nous ne pouvons pas traiter toutes les questions, celles-ci seront traitées en dehors de cet après-midi et bien entendu, nous vous répondrons à travers une production spécifique de défis métiers qui passera soit par le site, soit par une publication, soit par des réponses plus personnalisées. Voilà un peu comment se passera cet après-midi. Donc, Madame Kaiser-Gruber va nous faire l'honneur et le plaisir de nous parler de l'emploi et de la formation et du besoin de compétences. Madame Kaiser-Gruber est experte européenne et ancienne présidente du FEU, Conseil national de la formation tout au long de la vie, puisque vous savez qu'avant la loi de 2014, il y avait un Conseil national de la formation tout au long de la vie qui a été fusionné avec le Conseil national de l'emploi et qui aujourd'hui donne lieu à un CNEFOP. Donc, Madame Kaiser-Gruber, à vous la parole. Merci et bonjour à toutes et à tous. Donc le sujet défini comme ça, emploi, formation, compétences, bon, on pourrait y rester jusqu'à ce soir minuit. Donc on va peut-être essayer de restreindre un petit peu. En tout cas, j'ai choisi, moi, de suivre un fil conducteur qui est celui de l'individualisation des parcours, celui des parcours individuels, qui est vraiment quelque chose qui est au cœur de la réforme, au cœur de l'activité d'orientation et au cœur des sujets franciliens, comme d'ailleurs de ce point de vue de toutes les régions, même s'il y a quelques spécificités, on y viendra. Alors, l'individualisation, bon, c'est un mot qu'on emploie, qui a l'avantage d'être pratique un peu de tous les côtés. Il désigne en fait plusieurs choses. Il désigne assez facilement le fait, et vous êtes tous des professionnels de l'emploi et de la formation, vous le savez bien, que les parcours sont de plus en plus divers. À la fois divers et en même temps éclatés, fragmentés, et ça au détriment, malheureusement, des personnes qui suivent ces parcours. Donc ça, c'est déjà un premier sens. Un deuxième sens qui est pointé depuis par les partenaires sociaux, puis ensuite le législateur, dans les dernières réformes de la formation professionnelle, c'est celui de l'initiative individuelle sur son parcours. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est depuis quelques années, finalement depuis le début, dans les réflexions, en tout cas depuis le début du XXIe siècle, on est bien dans l'idée qu'il faut un peu redonner la main aux personnes pour qu'elles aient une initiative sur leur parcours. Mais pour ça, il faut accompagner, aider, donner des informations, donner des ressources. Il faut aussi, et alors là, ça se complique un peu, si je puis dire, et c'est l'enjeu de la dernière loi, du dernier accord interprofessionnel et de la dernière loi. Il faut aussi essayer de faire que les souhaits des personnes, les parcours individuels, s'accordent bien avec les besoins des entreprises, avec les besoins de l'économie en général et de la société en général. Quand j'utilise entreprise, c'est pas seulement les entreprises du secteur marchand, ça peut être plus large, ça peut être des associations, ça peut être du semi-public, c'est les lieux dans lesquels on travaille et dans lesquels on réalise son projet professionnel et sa vie professionnelle. Alors, ça, je dis que ça se complique un petit peu, on le sait bien, parce que la présidente de Défi parlait de l'aspect observatoire
emploi, qualification, on travaille beaucoup, d'ailleurs en France, dans l'ensemble, dans les branches et sur les territoires et au national, avec le groupe PMQ de France Stratégie, on travaille beaucoup sur les métiers, l'anticipation des compétences, l'anticipation des besoins de l'économie. C'est même ça, je peux vous le dire, parce que je me balade pas mal dans différents pays européens, quelque chose que souvent, dans d'autres pays, on envie à la France. On y travaille beaucoup, mais à mon avis, vous pouvez réagir si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je ne crois pas que ces travaux soient utilisés autant qu'ils pourraient l'être. Alors, pourquoi? Est-ce qu'il y aurait une question de forme? Est-ce que, c'était un petit peu évoqué, les personnes qui travaillent dans des observatoires et qui s'efforcent de produire des travaux, on va dire, aux normes de rigueur, aux normes du monde scientifique, tout simplement, est-ce que ces personnes répugnent un peu à transformer ça en choses plus facilement diffusables? Est-ce qu'on manque de contact avec les entreprises? Est-ce qu'on manque un peu d'articulation entre les observatoires de branche et les observatoires régionaux? Je ne sais pas, mais là, il y a quelque chose, en tout cas, d'ouvert, et c'est une réflexion qui est souvent faite. Alors, c'est d'autant plus important de faire évoluer cet aspect-là que, je vais le rappeler tout simplement, c'était l'un des objectifs de la décentralisation de la formation professionnelle dès la première loi de 83. C'était rapprocher les lieux de décision sur les formations, les lieux de programmation de la formation, du terrain et des besoins de l'économie, des entreprises et des territoires. Donc, là, il y a encore à travailler et il y a probablement à trouver la bonne manière de travailler là-dessus. Je me suis fait un peu ces derniers temps une réflexion sur le fait que dans la loi de mars 2014, il est clairement indiqué que le compte personnel de formation, qui est la traduction de cette individualisation et de cette prise d'initiative du salarié, ne pouvait donner lieu qu'à des formations certifiantes. Et voilà qu'on est parti dans une grande folie. Je dis, alors vous allez peut-être râler et trouver que j'exagère, mais de définition de liste de certification. On en serait à 27 000 aux dernières nouvelles. Ça fait beaucoup. Et surtout, il me semble qu'il faut être toujours un petit peu vigilant sur le fait de ne pas chercher à tout mettre en adéquation à l'avance, les évolutions des emplois, les formations, alors que ce qu'il faut en permanence développer, c'est la réactivité du système de formation, sa capacité à s'adapter rapidement aux évolutions qui parfois vont plus vite que les travaux de prévision et d'anticipation qu'on a pu faire. Donc ça me paraît important. Dernière remarque, dans le cadre de cette construction des parcours individuels, je crois que les modalités elles-mêmes de formation sont en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'il y a la formation classique, celle qu'on est habitués les uns et les autres à manipuler, des stages, des actions de formation, comme on dit. Autrefois, on disait imputable, ça va disparaître de notre vocabulaire, mais en tout cas répertoriable, finançable dans de nombreux dispositifs. Et puis, il y a 1001 façons d'apprendre, de se former, et je dirais d'autant plus aujourd'hui avec le développement du numérique un peu partout dans nos vies de travail. Et d'autre part, du côté des entreprises, plus d'obligations de dépenses et peut-être une petite tentation de former, là aussi, en situation de travail. Donc, il va falloir essayer de trouver comment on
qualifie juridiquement. Il y a eu d'ailleurs un intéressant papier de Lutringer dans une chronique de l'AEF sur ce sujet. Comment on qualifie ces formations-là, comment on les reconnaît et comment elles s'intègrent au parcours des personnes et leur permettent éventuellement de progresser là aussi. Vous voyez bien qu'au cœur de tout cela, l'un des aspects essentiels est celui de l'orientation. Et là, on est au cœur du métier CARIF. On vient de parler au REF, mais on est au cœur du métier CARIF au REF. De ce point de vue, la dernière réforme, elle est très cohérente. Si on individualise, il faut que les personnes soient accompagnées, le CEP, il faut que les personnes et les conseillers qui les accompagnent trouvent les ressources en information pour, au fur et à mesure, leur permettre de dessiner leur parcours, leur chemin et de voir ce qu'elles peuvent faire et à quel moment. Quand est-ce qu'on s'oriente? Bon, on s'oriente en formation initiale. À l'intérieur du système scolaire. Ce sera un autre sujet. Je ne vais pas le traiter aujourd'hui parce que là, on en aurait pour un bien long moment. Je pose juste une question. Un certain nombre de personnes, je vais peut-être fâcher des gens de l'Éducation nationale s'il y en a dans la salle, mais tant pis, pensent que orienter des enfants, orienter des jeunes adolescents, orienter des gens au moment du bac, par exemple, ou à la sortie de l'école, c'est complètement différent d'orienter des personnes qui sont déjà en parcours de vie, tout simplement. Je mets le point d'interrogation, juste là. Je ne suis pas sûre que ce soit si différent et qu'on ait à utiliser des outils aussi différents. On s'oriente, oui, bien sûr, quand on passe par la case chômage. Ça, il n'y a pas de doute. C'est là qu'on peut avoir besoin de compléter ses compétences pour retrouver un emploi ou d'envisager de changer de métier, de faire des mobilités. Et évidemment, là, il y a un gros besoin d'orientation. Et la grande innovation, effectivement, c'est l'idée de dire on doit s'orienter tout au long de la vie et tout le monde peut, à tout moment de son parcours professionnel, avoir l'appui du conseil en évolution professionnelle pour réorienter sa vie. Et ça, c'est vraiment c'est un changement absolument majeur. Et c'est quelque chose qui, sous cette forme-là, si vous voulez, aussi précise, aussi, je dirais presque sophistiquée, n'existe dans aucun autre pays européen. On est souvent prompt à se taper dessus quand on est français, mais pour une fois, là, on peut dire que c'est réellement quelque chose de très, très innovant et extrêmement utile. Parce que quand l'orientation au milieu scolaire, elle est mal faite, mais qu'est-ce qui se passe? On décroche, on galère. On cherche pendant longtemps. Vous savez, les travaux du CEREC le montrent que 27% des jeunes repassent des diplômes autres que ceux qu'ils avaient eus ou que les filières qu'ils n'avaient pas suivies sans diplôme pendant les 7 premières années de leur vie professionnelle. C'est une façon, en fait, tout simplement, de corriger les défauts d'orientation qui se sont produits. Bon, il s'en produira toujours, hein, et il y a toujours des gens qui pourront avoir envie de changer d'idée en cours de route. Ça n'emporte pas automatiquement jugement sur la qualité de l'orientation, bien sûr. Et donc, ce rôle du Conseil en évolution professionnelle, il est absolument décisif, et il va être absolument décisif. Et moi, il y a une chose qui me tracasse, je vais vous le dire comme ça, parce que c'est pour un certain nombre d'entre vous votre métier. Quand on lit les différents textes, moi, je me dis que les conseillers en évolution professionnelle, c'est Superman ou Superwoman. Parce qu'ils doivent être capables, à la fois, de donner des informations sur l'emploi, de donner des informations et ses évolutions, si possible sur le territoire, de donner des informations sur les métiers,
il y a beaucoup de métiers, de donner des informations sur les formations pour accéder à ces métiers, les filières de formation, les différentes formations, de donner des informations sur les dispositifs, et ceux qui le font savent bien que c'est loin d'être le plus simple, de donner des informations sur les financements de ces différentes choses. Alors franchement, la personne qui est capable de faire tout ça en allant chercher les infos, les ressources, là où elles sont, et en étant en même temps, parce que le temps n'est pas illimité, en face de quelqu'un qui a plein de questions, qui a peut-être plein de désirs, plein d'idées, et en essayant de caler un peu les choses pour bâtir son projet professionnel et d'établir une vraie relation avec cette personne, parce que c'est ça aussi quand même, c'est quand même quand on est en face de quelqu'un que les choses se passent. Et bien là, moi je dis chapeau. Et je dis, ils vont avoir, mais infiniment, besoin des CARIFOREF, mais vraiment plus que jamais. Donc, au défi qu'on va voir tout à l'heure, c'est vraiment exactement ça, parce que, évidemment, s'il faut en plus aller sur 3 programmes différents, 4 logiciels différents, avec 5 mots-clés différents, ça ne facilite pas les choses. Il vous reste quelques minutes, madame. Bon, alors je vais vite. Mais ça va, je vais y arriver. Donc, en Île-de-France, les problèmes qui se posent ailleurs, ils se posent aussi. Un petit peu différemment, parce que c'est quand même un très gros marché du travail, très actif, très réactif, qui bouge beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que les demandeurs d'emploi, en général, ils recourent moins à la formation que dans d'autres régions. Et ça, disons, c'est une chance. Mais c'est en même temps l'Île-de-France est en même temps un territoire où il y a de très profondes, et vous le savez, on est en Seine-Saint-Denis, profondes inégalités territoriales, et où il faut tout faire pour que, quand il y a des projets de développement, quand il y a des projets d'infrastructures, des constructions de nouveaux centres commerciaux, de grands équipements, tout faire pour que ça bénéficie aux habitants qui sont autour. Et on rejoint d'ailleurs la question de l'orientation. Et enfin, dernier point sur lequel je voudrais insister à propos du Grand Paris et du territoire francilien, c'est vraiment un territoire d'élection de l'économie numérique. Vous avez vu que Bruno Mettling, le DRH d'Orange, vient de remettre un rapport à la ministre du Travail sur l'économie numérique, ses conséquences sur le travail, ses conséquences sur l'emploi et la formation. C'est un rapport très important. J'ai vu récemment qu'il disait, il s'énervait un peu parce qu'on n'en parle que sous l'aspect temps de travail, droit à la déconnexion et ce genre de choses, alors que c'est un rapport très riche et dans lequel il y a beaucoup de choses. Et cette préoccupation économie numérique, on doit l'avoir pour le Grand Paris, pour le territoire francilien, on doit l'avoir pour les jeunes générations, on doit l'avoir pour les femmes, parce que vous savez qu'elles sont beaucoup moins présentes dans ce secteur que dans d'autres, et qu'on a un assez gros même retard de ce point de vue. Et on doit évidemment l'avoir pour concevoir les modalités de formation et pour concevoir les modalités d'orientation. Juste une chose en passant, l'ONICEP, qui donc sert énormément pour l'orientation des jeunes, et d'autres d'ailleurs, parce qu'il arrive parfois qu'on recourt aux fiches UNICEF dans d'autres cas de figure. L'ONICEP, 80% de consultations sur smartphone, et l'essentiel de ce qui est consulté, ce n'est pas les belles informations sur les métiers, sur etc., c'est les chats entre gens qui se ressemblent. Bon, j'ai encore des choses à dire, mais je vais presque m'arrêter en disant juste que plus on va vers des parcours individuels, plus il faut garder en tête qu'il faut aussi que les gens aient l'opportunité d'être dans des dynamiques collectives, inclusives. Sinon, ça ne marchera pas. Je m'arrête là. Merci Madame Kaiser-Gruber. Merci.
de toute façon, nous retrouverons l'intervention de Madame Kaiser-Gruber dans sa totalité sur notre site. Alors, maintenant, la parole est à vous, puisque à chaque séquence, il y aura un temps d'échange qui peuvent nous permettre, bien sûr, de répondre aux questions qui sont posées, mais d'abord de vous donner la parole en direct, bien entendu. Qui a envie de se lancer ? Par rapport à l'intervention de Madame Kaiser-Gruber ou par rapport à d'autres choses, hein, n'hésitez pas, profitez que nos présidentes soient présentes. Pas de questions? Je ne vois pas de main levée. Alors, je vais m'appuyer sur les questions qui apparaissent. Donc, une série de questions qui tournent justement autour de l'orientation, notamment une question que j'ai vue passer qui peut s'adresser d'ailleurs à un membre de notre gouvernance sur le site lesmétiers.net, qui est un très bon outil pour les enseignants qui accompagnent les jeunes dans leur orientation. Allez-vous le faire évoluer ? Alors, le site lesmétiers.net est un site que Défi Métiers porte pour le compte de la région, hein, que le Conseil régional nous a demandé de porter il y a déjà de nombreuses années. Il était précurseur de tout ce qui est multimédia et qui pouvait être mis en ligne en termes d'orientation pour les jeunes. Il y a des chats, il y a des fiches métiers, des vidéos, formation et des vidéos métiers. Alors, est-ce qu'on a l'intention, mesdames et messieurs de la région, de le faire évoluer, alors qu'il existe plusieurs sites aujourd'hui, maintenant? Est-ce qu'il y a une réponse qu'on peut donner? Non, mais c'est sûr qu'il y a eu des campagnes successives extrêmement importantes sur le site, et on voit bien que chez les scolaires, et du coup aussi chez les enseignants, c'est un site qui est plutôt fréquenté. C'est en effet une commande de la région passée à Défi Métiers qui a construit et qui fait le site. Tout à l'heure, Mme Kaiser-Gruber, vous parliez de l'ONICEP, qui a aussi de son côté un site du même type, pas avec les mêmes informations et pas les mêmes animations. Donc, le site métiers.net, évidemment, existe. Il faut faire évoluer l'offre parce que les gens changent, les formations changent, etc. Mais il faut une meilleure articulation entre l'ensemble des outils. Et donc, voilà, moi, je rêve quand même du fait qu'on puisse faire quelque chose de commun avec l'ONICEP, parce que ça n'a pas de sens d'avoir plusieurs sites sur fond public, pour les mêmes publics et pour le même type d'informations recherchées. Voilà. Donc, les deux aujourd'hui sont complémentaires, parce que ce n'est pas exactement les mêmes animations, il y a une offre différente. Il faudrait qu'on arrive à faire converger pour répondre davantage aux besoins des jeunes et des enseignants concernés. Voilà. Mais on voit bien qu'il y a un vrai besoin dans le corps enseignant. Vous faisiez référence tout à l'heure, je fais une discrétion, mais je raconte souvent ces derniers temps une anecdote. Je suis désolée pour mes services de la région, parce que je leur ai raconté 4 fois, mais j'ai rencontré à la rentrée un principal de collège, un nouveau qui s'installait dans un collège, donc dans une zone un peu en difficulté, et donc je le sensibilisais à l'orientation vers les voies de formation en apprentissage, parce que c'est 7 jeunes sur 10 qui accèdent à un emploi tout de suite, etc. Parce qu'on constate que globalement, les jeunes issus des milieux les plus populaires vont plutôt en lycée pro plutôt qu'en apprentissage pour préparer le même diplôme. Voilà, donc moi, ça fait des années que je m'interroge et je me dis, voilà, il faut qu'on mise sur l'apprentissage pour la préparation d'un même diplôme, orientons plus vers l'apprentissage. Bref, et donc je lui dis, mais comment ça se fait, comment vous faites pour orienter? Et donc il me dit, on n'oriente personne vers l'apprentissage en réalité.
Donc il y a des enfants, des élèves qui sont orientés par leurs parents, mais nous, c'est rare. Et puis il me dit, mais en fait, en réalité, nous, vous savez quoi, je vous fais une confession, c'est que ça fait 20 ans que depuis le début de ma carrière, j'ai pas mis les pieds dans une entreprise. Et en fait, spontanément, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quand même un sujet. Est-ce que l'orientation, ça ne doit pas être quelque chose de plus partagé? Donc aujourd'hui, c'est le cas pour l'orientation professionnelle, qui du coup est pilotée par la région, dans un tour de table partenaires sociaux, État, région, donc avec la prise en compte des réalités à la fois territoriales, à la fois des évolutions, des pratiques professionnelles, etc. Et est-ce qu'on ne doit pas penser que l'orientation, ça doit être ça, ça devrait être ça? Et donc il y a il y a un vrai sujet. Alors, vous avez bien noté que l'orientation scolaire reste la compétence de l'État et donc de l'Éducation nationale, donc des CIO. Mais il est aussi à noter que les CIO sont des partenaires du SPRO. Ils ne sont pas membres du SPRO, mais partenaires du SPRO. En revanche, les SCUIO, dans le supérieur, sont membres, ils ont choisi, eux, dans l'enseignement supérieur, d'être membres du service public régional de l'orientation et donc complètement dans le SPRO, ce qui peut faciliter aussi, de ce point de vue-là, les choses. Voilà. Donc il y a un paysage qui a changé. En effet, on se saisit de cette opportunité pour permettre une offre de services plus adaptée, parce que je pense que je ne suis pas la seule élue à recevoir des gens dans sa permanence, des parents désespérés qui disent que leurs enfants sont désorientés, qui ne savent pas trop où ils en sont, etc. Mais je vois bien que métier.net a été plébiscité. Qu'il faut qu'on en fasse plus. Effectivement. Vous avez pu remarquer que vous avez la possibilité de liker, comme disent les jeunes, les questions que certains... Bon. Je suis dans le numérique avec Défi Métier. Donc, n'hésitez pas. Alors, je ne reprendrai pas toutes les questions parce que, enfin, aujourd'hui, puisque certaines questions comme, par exemple, comment se rendre éligible au compte de formation au CPF, je pense qu'on peut y revenir et que vous avez la solution dans plusieurs publications de Défi Métier. Et donc, ça sera dit au cours de... Enfin, on ne va pas répondre directement là, mais vous verrez comment utiliser les différentes publications, les différents produits de Défi Métier pour trouver la réponse à certaines de vos questions. Comment l'OREF travaille avec les observatoires des branches? Parfois études redondantes, point d'interrogation. Oui, mais je choisis un peu, j'essaye d'équilibrer, de rester carif-OREF, justement. Oui, mais là peut-être que vous pouvez y répondre. Elle a sur comment Défi Métier a participé à la mise en œuvre du SPRO, c'est sur l'orientation. Simplement dire que ce n'est pas Défi Métier qui met en œuvre le SPRO. Oui. Donc ça, vous pouvez témoigner. Allez-y. Alors Françoise, allez-y. Moi, c'est difficile. J'ai présidé la commission SPRO et nous avons fait appel au titre de la région et on a fait appel à Défi Métier pour un accompagnement. Donc c'est bien, Françoise. Oui. Alors, je vais essayer de répondre. Alors, concrètement, effectivement, en tous les cas, pour le premier semestre, mais il y avait eu aussi des travaux de commission précédentes. À chaque fois, Défi Métier participe à la préparation avec différents partenaires, dont la région. Mais, par exemple, propose des résultats d'études ou propose des réflexions, et puis effectivement elles sont débattues lors de la commission. Voilà, donc là c'est un appui, je dirais, strictement technique. Oui. On apporte en fait des éléments de benchmarking, par exemple, de comment ça se passe dans d'autres régions. On apporte des éléments à partir de nos connaissances sur les pratiques d'orientation, sur les structures d'orientation, puisque nous produisons un état des lieux d'orientation en Île-de-France. Donc, on apporte à la commission et à la présidence des éléments de réflexion, des éléments de compréhension pour
qui permettent en fait de faciliter la mise en place de ce SPRO, puisque la région a choisi la méthode de concertation et adapte le SPRO aux spécificités de l'Île-de-France. Voilà. Oui, Jean-Louis Pontet, qui est derrière moi, me signale qu'il existe des fiches signalétiques, des orientateurs, hein, des membres ou des contributeurs au SPRO, et donc nous produisons tous ces documents. Alors, on peut revenir aux branches, non? Plus de questions pour Madame Kaiser-Gruber. Pardon, c'est justement sur cette question suivante, observatoire de branches, oui. Observatoires régionaux et doublons. Doublons, on en trouve un peu partout des doublons, hein, dans l'univers complexe de l'emploi et de la formation, on en trouve. Moi, j'ai là-dessus, on peut évidemment décider de faire la chasse aux doublons, mais c'est pas très utile et c'est un peu une perte d'énergie, je pense, par certains côtés. Parce que, voilà, ce qu'il faut, c'est trouver le moyen de faire travailler les gens ensemble et de faire que les travaux qui sont faits soient appropriés par les décideurs, dont les élus, mais pas seulement, et qu'on n'ait pas tout le temps, dont les partenaires sociaux, et qu'on n'ait pas tout le temps cette espèce de réflexe, ah ben tiens, on ne connaît pas tel sujet, on va lancer une étude là-dessus, qu'on entend dans toutes sortes d'endroits, bien sûr. Et donc c'est favoriser, on devrait consacrer des efforts importants une fois qu'un travail d'étude est fait, qu'il a été validé, qu'on estime que c'est bien, que c'est intéressant, que ça apporte des choses. On devrait consacrer énormément d'énergie à en diffuser les résultats. Et j'observe que ça devient paradoxalement de plus en plus difficile parce que tout va très vite. Tous les jours, il vous arrive des trucs, des études, des rapports, il vous en arrive absolument tous les jours et c'est un boulot de fou que de digérer tout ça. Donc, il faut vraiment se donner une espèce de règle sur du travail pour des filles métiers, en fait. Voilà. Hein. Ce qui est quand même la moindre des choses. Voilà. C'est l'information et de la digestion. digestion. Ou de l'argent des partenaires sociaux, ou de l'argent... et donc, on doit essayer de l'utiliser au maximum. Monsieur Messaouden, vous avez... J'ai la chance d'être à la fois, donc, avoir participé Vous pouvez vous présenter? Brahim Messaouden, Force ouvrière, et je suis aussi membre de l'Observatoire prospectif du commerce. Et donc, je participe aussi aux travaux du CARIF. Je pense qu'il y a deux entrées dans la question. Il faut comprendre que les études ou les demandes ou les commandes faites par les branches sont faites par les entreprises et les partenaires sociaux. Donc, ça peut être au niveau national, au niveau régional. C'est quand même, la plupart du temps, national. Donc, c'est quand même les partenaires sociaux autour d'une thématique posée par les entreprises et les organisations syndicales qui viennent poser une problématique qui peut être extrêmement spécifique et sur lequel elles sont libres de les faire. Donc, commission paritaire nationale de branche ont toute leur réalité, ça a été conforté par la loi. Ensuite, il y a ce qui se passe au niveau donc, des études menées par les OREF, qui sont notre instance, dans lesquelles ce ne sont pas forcément les mêmes interlocuteurs qui sont. En général, ce n'est pas les branches, mais ce sont au niveau organisation patronale ou syndicale, donc les partenaires sociaux, c'est de l'interprofessionnel. Donc, ce n'est pas forcément évident. On n'est pas non plus des milliers dans ce système-là. Donc, c'est vraiment pas simple. Moi, ayant la chance d'être sur les deux espaces, donc je fais le lien, mais on n'est pas 500 à avoir le temps et l'énergie, parce qu'il ne faut pas oublier que pour je pense à un employeur quelconque, lambda, qui s'investit dans son organisation patronale, c'est pas simple de participer aux travaux de sa branche, d'aller dans un OREM, c'est pas du tout évident, de faire le lien ensuite avec ses adhérents. Pour un syndicaliste comme moi, la situation se pose de la même manière. C'est aussi compliqué. On n'a pas d'ordre de délégation spécifique par rapport à ça. Il ne faut pas l'oublier. Je dirais, c'est du temps qui est pris sur nous. Là, c'est sur mon temps personnel que je viens aussi. Je sais que pas mal de camarades font les mêmes démarches. Donc, c'est des choses d'assez complexes. Ce qui est certain, c'est que la loi a demandé que toutes les études qui sont faites au niveau des branches remontent au niveau du CNEFOP pour diffusion auprès des OREF. Donc, on a quand même une grosse avancée qui est là. C'est récent. Donc, on va laisser quand même à cette loi qui est quand même toute neuve
de se mettre en œuvre. On a quand même maintenant un espace donc du CNEFOP qui va nous permettre un peu. Il y a un autre je crois que c'est CNEFEP, si je ne me trompe pas, donc je ne connais pas tous les sigles, je suis désolé, qui bosse dessus, mais c'est un vrai souci. Juste au niveau donc défi métier, il y a une logique de défi métier de se rapprocher donc des observateurs de branche. Je pensais ce que vous avez été en train de faire à Copcalia de mémoire. On est en train aussi de se rapprocher de l'observateur de branche des entreprises du commerce qui est géré par Forco. Donc il y a une dynamique, je dirais, de la gouvernance, au moins de l'ORF régional, de se rapprocher et d'éviter justement les doublons et de venir faire se compléter, parce que du côté des branches, c'est aussi nécessaire. Merci, Monsieur Messaouden. On va peut-être poursuivre notre après-midi. On reviendra à une série de questions, puisque grâce à la tablette, j'ai toutes les questions. Vous ne pouvez en voir que 6 à la fois, puisque les 6 les plus plébiscités apparaissent à l'écran. Par contre, il y en a déjà une petite vingtaine. Donc on y reviendra. J'essayerai de reformuler une série de questions autour des sujets qui vous préoccupent.